Panzer IV. En découvrant le prototype du nouveau Panzer IV en 1936, ils étaient peu nombreux ceux qui pouvaient se douter être en face de l'arme qui, une fois modernisée pour répondre aux exigences de la guerre, allait devenir le cheval de bataille de l'armée allemande tout au long du conflit. Comme il avait été envisagé dès le départ, le rôle du Panzer IV était celui d'un char de soutien. Il devait prêter main forte au Panzer III plus petit et plus léger, qui allait quant à lui constituer l'épine dorsale des nouvelles Panzer Division formées à la fin des années 30. La suite des événements allait prouver que la Wehrmacht, en concevant le Panzer IV avec une caisse et une tourelle plus grande, avait d'une manière fortuite créé une machine dont le potentiel dépassait celui des Panzer III. En conséquence de quoi ces derniers plus nombreux allaient devenir obsolètes en tant que chars de combat dès la fin de l'année 42 et laisser leur place au Panzer IV. La production de celui-ci fut initialement réduite. Il participa fréquemment aux défilés militaires en Allemagne, mais seulement 211 exemplaires avaient été construits lorsqu'Hitler donna l'ordre d'envahir la Pologne, et les Panzer IV et leurs équipages connurent le baptême du feu au matin du 1er septembre 1939. Bien que le Panzer IV se soit montré performant en Pologne, il était sous-blindé, une faiblesse qu'il partageait avec tous les chars allemands engagés lors de cette campagne. Le blindage latéral du Panzer IV était vulnérable aux canons anti-chars Bofors de 40 mm déployés par les Polonais. Leurs canonniers avaient également été aidés par la croix allemande bien visible, peinte en blanc et jaune sur les flancs, ainsi que d'autres marquages tactiques qui détonnaient sur le fond gris foncé des chars et constituaient ainsi d'excellents repères de visée. La leçon fut rapidement comprise et beaucoup d'équipages de chars allemands les occultèrent avec de la boue. Par la suite, le modèle D qui entra en production en octobre 1939 reçut un blindage plus épais passant de 15 à 20 mm. À l'origine, il avait été dans les intentions d'Hitler d'attaquer à l'ouest dès novembre 1939, mais cette date fut repoussée de même que beaucoup d'autres dans les mois qui suivirent. Même si l'hiver 39-40 fut extrêmement froid, l'armée allemande continua de se préparer pour la campagne qui s'annonçait. Sur ces images tournées sur les terrains de manœuvre de l'est du pays, les Panzer IV s'entraînent avec l'infanterie dans le rôle de véhicules d'appui, servant de plastron pour les troupes équipées de canons anti-chars de 37 mm. Lorsque le 19 mai 1940, les Allemands lancèrent leur offensive à l'ouest, ils alignaient environ 280 Panzer IV, ce qui représente un neuvième des 2574 chars engagés dans la campagne. Bien que la faible addition de 69 engins depuis le mois de septembre 1939 prouvait encore le faible niveau de production de ces machines, elles restaient suffisamment nombreuses pour que chaque unité de chars engagée dans la campagne puisse déployer une compagnie de chars moyens alignant de 6 à 11 engins. La vitesse à laquelle les Français se déclarèrent vaincus résulta plus de l'emploi stratégique et tactique des blindés allemands opérant en masse et de concert avec la Luftwaffe afin de paralyser et paniquer l'ennemi sur leur puissance de feu que de la supériorité des chars allemands. Durant les opérations, le Panzer IV fit ses preuves dans son rôle d'appui, mais lors des combats de chars, il se montra limité notamment par son canon de 75 mm, incapable de pénétrer les blindages lourds des chars B1 bis français ou Metlita II britanniques. Alors même que les unités blindées allemandes révisaient leurs engins au lendemain de la reddition française, les yeux tournés vers la campagne aérienne de la Luftwaffe contre la Grande-Bretagne, Hitler avait décidé d'attaquer l'Union soviétique en 1941. Il ordonna de planifier une nouvelle campagne fondée sur le principe que la méthode utilisée pour vaincre la France pourrait être employée avec le même succès sur le front de l'Est. Bien que cette campagne devait se faire à plus grande échelle, aucune mesure prévisionnelle ne fut prise pour accélérer la production d'armes, et notamment celle des chars. Le Blitzkrieg était le moyen idéal pour Hitler qui voulait mener des guerres à bas coût, sans bousculer l'économie allemande. La production du Panzer IV reflète cet état d'esprit puisque seuls 332 exemplaires furent produits entre juillet 40 et mai 41, dont 223 du modèle E, surblindé et modernisé.
Lorsque le 22 juin 1941, Hitler lança la Wehrmacht contre l'Union soviétique, les forces engagées représentaient la plus grande invasion terrestre jamais tentée au cours de l'histoire. Le fer de lance de la machine de guerre allemande dans l'Est était son arme blindée, la Panzerwaffe, chargée par Hitler de détruire l'armée rouge par une guerre éclair en Russie occidentale, avant qu'elle ne puisse se replier à l'intérieur du pays. Sur le papier, le nombre de panzerdivisions engagées suggérait une expansion majeure de l'arme blindée. D'un total de 10 divisions au début de la campagne de France, la Wehrmacht alignait maintenant plus de 21 divisions blindées, dont 17 étaient engagées sur ce nouveau théâtre d'opération. Mais comme nous l'avons déjà vu, cette expansion apparente n'était pas le résultat de l'augmentation de la production de chars, mais celle d'une décision d'Hitler en septembre 1940 de créer de nouvelles unités en réduisant les effectifs des divisions déjà existantes. Celles-ci se voyaient constituées d'un seul régiment de chars et d'une infanterie augmentée en compensation. Cet expédient allait contre l'acception selon laquelle, à la fin des années 30, pour être pleinement efficaces, les Panzerdivisions nécessitaient au moins 400 chars. En 1940, la plus puissante Panzerdivision alignait 300 chars. La décision d'Hitler réduisit la puissance moyenne des Panzerdivisions à 160 chars, qui perdirent une grande partie de leur efficacité, semant ainsi les graines de l'échec de l'arme blindée au cours de la guerre mondiale à venir. De telles considérations ne coulaient pas de source. Mais 3 mois après le début de l'opération Barbarossa, les divisions blindées allemandes se comportèrent comme prévu. Progressant rapidement dans la profondeur du territoire soviétique, elles firent un grand nombre de prisonniers et détruisirent ou capturèrent des quantités colossales d'équipements militaires dans de grandes batailles d'encerclement. Sur un total de 3322 chars, Hitler avait engagé seulement 438 Panzer IV dans l'invasion de la Russie. Bien que le nombre de chars produits depuis la fin de la campagne de France fût dérisoire, il permit néanmoins à chaque compagnie de chars moyens d'aligner une dizaine de chars d'appui. Les équipages de chars et leurs officiers ne mirent pas longtemps à s'apercevoir que le renseignement concernant les unités blindées soviétiques était largement insuffisant. Jour et nuit, les Russes lançaient contre les Allemands un nombre incalculable de chars dans une tentative désespérée pour briser l'élan des panzers qui s'enfonçaient toujours plus en profondeur à l'intérieur de la Russie. Heinz Guderian avait estimé à 10 000 le nombre de chars soviétiques avant le début de la campagne et croyait même que ce chiffre était au-dessus de la vérité. En réalité, le nombre de chars disponibles dans l'armée rouge était plus du double. Le gros de ces effectifs était très obsolète et à présent, les carcasses de T-26, T-28, T-38 et les chars de la série BT jonchaient les routes, tranchées et champs, donnant une nouvelle preuve de l'efficacité des canons des Panzers pour pénétrer les blindages très faibles de ces machines. Même l'arme à faible vitesse initiale des chars allemands était capable de percer facilement le blindage des chars soviétiques. Mais cela n'était pas le cas lorsque les Panzers devaient affronter les rares chars de nouvelle génération de l'armée rouge, dont les officiers essayaient par tous les moyens de freiner la progression des colonnes blindées allemandes. Le renseignement allemand n'avait donné aucune information concernant l'existence des KV-1, KV-2 et T-34. Malgré son blindage incliné et son canon de 76 mm, l'efficacité du T-34 et des 2 autres chars précités fut sérieusement émoussée par la mauvaise utilisation de ces armes pourtant excellentes déployées par l'armée rouge. Les Allemands purent ainsi compenser leur infériorité technique en usant de leur expertise tactique largement supérieure, comme ces Panzer IV de la 18e Panzer, qui réussirent à défaire un T-34 en tournant autour et en tirant dans ses chenilles, mettant ainsi son équipage en fuite. Dans la plupart des cas, les T-34 et les KV étaient détruits par les canons de 88 mm et par l'artillerie. Mais ces expédients ne purent masquer l'avance que les Russes avaient prise et à laquelle les Allemands devaient maintenant répondre. En août, Hitler interrompit la marche sur Moscou et ordonna au second Panzergruppe du groupement centre de Guderian de pousser au sud et de soutenir le groupement sud. Celui-ci devait encercler et détruire la concentration de troupes soviétiques dans et autour de Kiev, mais les Panzerdivisions commençaient déjà à montrer des signes de faiblesse.
Depuis début septembre, plus de la moitié des chars engagés au début de Barbarossa avaient été détruits ou étaient hors d'usage. L'incapacité de réparer des machines pour les renvoyer au combat résultait d'une mauvaise logistique au niveau des pièces détachées. Ce problème était aggravé par le refus d'Hitler de commander de nouvelles machines en remplacement, préférant les garder pour les affecter aux nouvelles Panzerdivision qui étaient créées en Allemagne. Le 8 juillet, il accepta d'envoyer 15 Panzer IV sur le front russe. Quoi qu'il en soit, la jonction des panzers de Kleist et de Guderian le 14 septembre scella à la fois la fin de la poche de Kiev et le sort de 5 corps d'armée soviétiques. 665 000 Russes moururent ou furent capturés. Le flanc du groupement Centre maintenant nettoyé, Hitler donna son feu vert pour la reprise de la marche sur Moscou. Alors même que l'opération sur Kiev était concluante, plus vers le nord, les troupes allemandes étaient proches de Leningrad. Après une marche à travers les pays baltes, les 2 Panzerkorps du groupement nord étaient prêts à prendre la ville à la fin de la première semaine de septembre. Cependant, Hitler avait décidé qu'il n'allait pas l'investir, mais la mettre en état de siège. Le 12 septembre, le général Reinhardt reçut l'ordre de retirer son Panzerkorps pour le redéployer ailleurs. La nouvelle consterna l'état-major qui ne comprenait pas cette décision. Les panzers de Reinhardt étaient en route vers le sud pour le rassemblement avant la prise de Smolensk. Ils devaient participer à l'opération Typhon, la grande offensive qui visait à prendre Moscou et achever la campagne de Russie avant l'arrivée de l'hiver. L'artillerie allemande était en place autour de Leningrad afin d'exécuter un tir de barrage. Le siège allait durer de septembre 42 à février 43 et causer la mort d'1,5 million de soldats et civils russes. Durant la première semaine de l'opération Typhon, fin septembre, les forces allemandes firent plus de 660 000 prisonniers supplémentaires lors des 2 batailles de Vyazma et Bryansk, ouvrant la voie vers Moscou. Rien ne semblait pouvoir barrer la route aux Allemands, hormis peut-être la difficulté du terrain. Au nord et au centre de la ligne de front, les Allemands découvrirent que d'épaisses forêts allaient ralentir la progression des Panzers. Le temps commença à changer et à partir de la mi-octobre, la nuit durait déjà 14 heures. Au sud, les Soviétiques attaquèrent en masse pour la première fois avec leurs T-34 et portèrent de durs coups au Panzergroupe de Guderian et à la 4e Panzerdivision. Ils recommencèrent 5 jours plus tard et les Panzer IV aux chenilles étroites virent leur mouvement entravé par ce terrain meuble et boueux qui finit par stopper toutes les unités. Pris dans la boue, les Allemands attendirent l'arrivée du froid de l'hiver et les Russes, profitant de ce répit, se préparèrent à les recevoir. L'avance reprit le 15 novembre par un temps clair et glacial. Le haut commandement de Von Bock, vu ici en compagnie de Guderian, espérait toujours pouvoir prendre Moscou. Le 1er décembre, Von Bock avait changé d'avis et ne croyait plus la victoire possible. Les températures avaient chuté et ni les hommes dans leurs uniformes d'été, ni les machines et leurs véhicules de soutien n'étaient préparés pour une campagne d'hiver. La résistance des Soviétiques commençait à se durcir notablement. Malgré tout, l'avance continua. Alors que les températures descendaient, les cas d'engelure se multipliaient de manière alarmante, les chars gelaient la nuit, les canons ne pouvaient plus tirer, les organes de visée étaient gelés. Il devint clair que les troupes allemandes atteignaient leurs limites.
Bien que ces équipages de chars apparaissent joyeux devant les caméras, les conditions de vie des Panzerdivision se détérioraient rapidement. Malgré un ultime effort, l'espoir de s'emparer de Moscou s'évanouit, en particulier lorsque le renseignement annonça que les renforts prépositionnés devant la ville étaient des troupes sibériennes. Le 3 décembre, les Allemands avaient joué leur dernière carte et les Soviétiques passèrent à la contre-offensive. Le 15 février 1941, les chars et autres blindés de l'Afrika Korps, sous le commandement du général Erwin Rommel, nouvellement arrivé, ardaient dans les rues de Tripoli avant de repartir dans le désert, bouter les Britanniques hors de la Cyrénaïque. La petite force commandée par Rommel était composée de la 5e division légère avec à peine 150 chars, dont 40 seulement étaient des Panzer III et 40 autres des Panzer IV. C'étaient des modèles D et E qui servaient au sein des 5e et 8e régiments de Panzer, dotés spécialement d'un équipement tropical, avec notamment un filtre à air et un gros radiateur fixé au-dessus du bloc moteur et protégé par un blindage. La guerre des raids et contre-raids allait faire maintenant rage le long des côtes d'Afrique du Nord jusqu'en octobre 1942. C'était réellement une guerre de véhicules basée sur la mobilité, mais l'apparente capacité de Rommel à toujours garder l'initiative ne dépendait pas du tout de la qualité de ses blindés. La différence essentielle entre les forces britanniques et allemandes résidait dans la supériorité des méthodes tactiques, dans l'efficacité des canons anti-chars ainsi que dans la manière dont les Allemands utilisaient leurs moyens constamment en coopération interarmes. Le meilleur exemple était la façon dont Rommel déployait ses canons anti-chars et ses canons anti-aériens de 88 mm de concert avec ses chars. Ce qui apparaissait souvent comme une masse désorganisée de chars, voitures blindées, pièces d'artillerie et semi-chenillés tractant des canons était en réalité une machine de guerre remarquablement flexible qui menait des opérations typiques de la guerre du désert. L'entraînement combiné à l'expérience permettait aux canons d'être rapidement mis en batterie et de fournir un appui aux assauts blindés, à moins que les Panzers ne se replient pour laisser le champ libre aux canons anti-chars de 50 mm ou à la flak et à ses tubes de 88 mm pour engager les blindés britanniques en approche avant de lancer leur propre riposte. Lors de telles opérations, le Panzer IV n'avait aucun avantage intrinsèque et il n'était qu'un élément mobile au sein de l'ensemble. Pour Rommel, l'Afrique du Nord fut le théâtre d'opérations où la guerre prit sa forme la plus moderne. On peut voir sur ces images des unités motorisées dont l'emploi dans le désert plat, sans obstacle, offrait des possibilités inédites. Ici, les principes de la guerre motorisée et blindée, tels qu'ils avaient été enseignés avant 1939, pouvaient être pleinement mis en application et, plus important encore, développés. Bien que mal commandés, les blindés britanniques étaient observés avec soin par les équipages des Panzers. Le lourd blindage du Matilda pouvait être seulement pénétré par le canon antiaérien de 88 mm et le Valentine, bien que faiblement armé, se révéla une cible difficile et fuyante. Les Sherman, Crusaders et Grants causèrent tous des difficultés, mais jusqu'à l'arrivée du Tigre, le char allemand le plus puissant, resta le Panzer IV spécial. L'offensive allemande de l'été 1942 en Russie méridionale vit le déploiement d'un grand nombre de Panzer IV F2 armés du canon KWK de 75 mm doté d'un tube long de calibre 43. Ce dernier avait été commandé par Hitler en novembre de l'année précédente pour que le Panzer IV dispose d'un canon suffisamment puissant pour détruire les KV et T-34 soviétiques.
Comparé au modèle d'origine à faible vitesse initiale, le canon long du F2 affichait une vitesse initiale de 740 mètres secondes, permettant à l'ogive de pénétrer 82 mm d'un blindage, offrant un angle de 30 degrés en mars 1942. Krupp stoppa la production des Panzer IV pour permettre l'installation des outils nécessaires à la production des nouveaux canons. Au moment où l'offensive d'été fut lancée, seuls 250 exemplaires avaient été produits, et même si quelques-uns furent envoyés en Afrique du Nord, la plupart partirent pour le front de l'Est, où ils complétèrent avec brio l'arsenal des Panzerdivision. Malgré tout, les journaux filmés de l'époque continuèrent de montrer le Panzer III comme le char le plus répandu, même si, contrairement aux apparences, le Panzer IV était maintenant l'engin ayant le plus grand potentiel. Alors que les Panzers sillonnaient la steppe à la fin de l'été 42, l'avance allemande se concentrait sur la progression vers le Caucase afin de prendre les champs pétrolifères et foncer sur la Volga vers Stalingrad. La résistance soviétique, faible en apparence, avait conforté Hitler dans ses idées préconçues à propos d'une Russie exsangue. Contrairement à 1941, Staline avait appris à ne pas se laisser encercler par de grandes colonnes de panzers. Alors que ses troupes se retiraient, à mesure que les forces de l'Axe avançaient, il ordonna qu'une fois à Stalingrad, elles cessent de céder du terrain. La décision d'Hitler de ne pas s'en tenir à son plan initial et de dérouter la 4e Panzer armée vers le sud pour attaquer Rostov lui coûta la prise de la ville au milieu de l'été. Le temps qu'il réalise son erreur et renvoie des éléments de la 4e Panzer armée vers Stalingrad, les soviétiques s'étaient retranchés et ils étaient prêts à se battre jusqu'au dernier. La 4e armée, avec la 6e armée de von Paulus, se battait aux abords de la ville depuis début août et avait toutes les raisons de penser que celle-ci tomberait assez facilement. Les éléments de la 4e Panzer armée, notamment les Panzer IV F2 de la 24e Panzer Division, se battaient dans les quartiers sud de la ville. Alors que la résistance soviétique se durcissait notablement, les Allemands furent obligés, par la configuration du terrain, d'utiliser leurs précieux blindés pour soutenir l'infanterie en combat urbain, une forme d'affrontement dans laquelle les Soviétiques étaient passés maîtres et pour laquelle les chars étaient totalement inadaptés. La lutte se poursuivit indéfiniment pendant l'automne, les prémices de l'échec allemand à Stalingrad se profilant à l'horizon, lentement mais sûrement. Depuis l'occupation, la France avait été choisie par les Allemands pour le repos et le rééquipement de leurs divisions au retour de Russie. Ici, l'on peut voir des Panzer 4G flambant neufs appartenant à la première division SS Leibstandarte Adolf Hitler. Dans son plan de destruction intégrale du groupement sud de l'armée allemande, Staline avait lancé une série d'autres offensives dans la foulée de l'encerclement de la 6e armée. À la fin janvier, Stalingrad était déjà loin sur les arrières de l'armée rouge en marche, et bien que fantomatique même dans ses dernières heures, la 6e armée de von Paulus monopolisait encore l'attention d'état-major soviétique et retenait des troupes qui, sinon, auraient été déployées avec celles qui se chargeaient de repousser les Allemands toujours plus à l'ouest. En février, la position des Allemands semblait perdue, alors que les Soviétiques les repoussaient de là de la ligne qu'ils occupaient avant le lancement de l'offensive de 1942. Lorsque Kharkov fut abandonné en dépit de ses ordres directs et alors que la retraite allemande se poursuivait, Hitler s'envola pour le quartier général de von Manstein pour réclamer sa tête. Les Soviétiques étant à seulement quelques kilomètres, il se rendit cependant aux arguments de von Manstein et lui donna carte blanche pour mener une contre-offensive contre les troupes russes qui s'étendaient maintenant vers leur zone sud-ouest du front. Le fer de lance de sa force était le SS Panzer Corps, qui comprenait la première SS Panzer Grenadier Division Leibstandarte Adolf Hitler, la seconde SS Panzer Division Das Reich et la troisième SS Panzer Division Totenkopf. Les 3 divisions blindées SS étaient revenues en Russie après cette remise en condition en France. En apprenant le redéploiement des troupes allemandes et de leurs blindés, les Soviétiques trop sûrs d'eux l'interprétèrent comme la preuve d'un retrait. Au matin du 19 février, von Manstein lança le SS Panzer Corps pour la première phase de sa contre-offensive,
prenant ainsi les Russes totalement au dépourvu. Sur ces images, le plus remarquable réside dans le changement des matériels utilisés au sein des bataillons de chars des divisions blindées SS qui préféraient le Panzer IV au Panzer III. Les derniers Panzer III furent construits en février 1943, ce qui marqua la transition vers le Panzer IV comme char de combat au sein de l'armée de terre allemande et des Waffen-SS. Les soviétiques mirent du temps à mesurer l'importance de la contre-offensive allemande. Entre les 4 et 6 mars, les troupes allemandes se regroupèrent puis entamèrent la seconde phase de leur assaut vers Kharkov. Après un rapide redout qui menaça de stopper l'offensive, le retour des basses températures permit à la progression de se poursuivre. Les canons de 88 mm de la flaque divisionnaire étaient maintenant tournés vers les colonnes soviétiques qui se repliaient sur Kharkov. Dans l'après-midi du 10 mars, les SS firent rentrer dans la banlieue de la ville. De violents combats eurent lieu lors des jours qui suivirent. Les soviétiques, toujours à leur avantage sur ce type de terrain, défendirent chaque maison et chaque rue, faisant payer un lourd tribut à l'assaillant allemand. On peut noter les chenilles spéciales utilisées par ces Panzer IV-G. L'une des faiblesses du Panzer IV sur la neige reste sa tendance à s'embourber à cause de la forte pression au sol. Les extensions augmentant la largeur des chenilles furent l'un des moyens utilisés pour régler ce problème. Ces extensions, baptisées Ostkreten, remplirent leur rôle bien que sujettes à de nombreuses pannes. Il fallut 5 jours de combat acharnés aux troupes SS pour finalement conquérir la ville, les derniers soldats russes restant cachés dans l'usine de tracteurs. Une avancée plus au nord au-dessus de Kharkov permit de prendre Belgarov,
avec l'arrivée du dégel, toutes les opérations ultérieures furent interrompues face au général Bou.